podcast. Peut-on lutter contre l'ultra fast fashion ? Vous savez, ce nouveau modèle de consommation de vêtements popularisé par des enseignes chinoises comme Shein ou Temu qui nous vendent chaque jour sur Internet des articles de mode à prix cassé. Les adolescents et les jeunes adultes en raffolent, les chiffres de vente explosent en France, tous les compteurs, mais ce succès a un coût, surtout pour la planète. Alors, pour freiner le développement de cette ultra fast fashion, les sénateurs viennent de se prononcer à l'unanimité en faveur d'une loi qui imposerait, entre autres, des pénalités financières sur les articles vendus et une interdiction de la publicité pour ces enseignes. Alors, est-ce la bonne méthode ? Peut-on vraiment lutter contre la fast fashion et combiner écologie avec une mode accessible à toutes et tous ? Tout ça, on en parle avec vous. Audrey Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, experte de l'écosystème de la mode. Ce projet de loi validé par les sénateurs, c'est un bon signal ? C'est un bon signal, oui. On comprend que les gens sont d'accord pour se poser la question de l'écologie, de la surconsommation. C'est un bon top départ, mais on n'est pas encore arrivé à la fin du marathon. Et on va développer tout ça avec vous dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive. Et puis on se retrouve, Audrey Millet, juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. La fast fashion, ça fait déjà quelques décennies qu'elle est dans nos vies et nos habitudes de consommation. Mars 98, H&M faisait son arrivée en France. Écoutez. La foule dehors et la pagaille dedans. Depuis mercredi dernier, 2 lettres font tourner la tête des Parisiennes. H&M, le nom d'un magasin de mode devenu un véritable phénomène de société. Avec plus de 5000 clients par jour, la direction se frotte les mains. Elle n'attendait pas un tel succès. Pourtant, la recette est simple, des petits prix et donner la sensation d'être à la dernière mode. La mode est éphémère, H&M répond exactement à ça, c'est-à-dire que le top de la tendance, petit prix, et puis ce que vous avez acheté aujourd'hui, vous le mettrez plus demain, c'est pas grave, il vous a coûté 50 francs, vous reviendrez acheter autre chose. Les bases du modèle fast fashion sont posées et il va se diffuser à vitesse éclair grâce à des enseignes bien connues des Français comme Zara ou Uniqlo, entre autres. Problème, ce modèle pose question. D'abord, d'un point de vue humain. Pour casser les prix, les marques travaillent avec des fournisseurs qui exploitent de la main-d'œuvre à très bas coût, notamment en Asie, voire des travailleurs forcés. Écoutez ce sujet de France 2, on est en 2021. Elle figure parmi les marques les plus populaires de l'habillement. Zara, Uniqlo ou encore les baskets Skechers. Des millions d'articles de vêtements qui seraient produits en Chine selon des ONG par des travailleurs forcés. Ceux de la minorité musulmane ouïghour. Depuis des années, des centaines de milliers d'entre eux sont enfermés dans ces camps dits de rééducation. Ils seraient employés comme main-d'œuvre bon marché dans des champs de coton et des usines textiles chinoises. Et puis, il y a le problème écologique. La fast fashion fait des ravages sur l'environnement. Usines qui rejettent des produits toxiques dans les rivières, transports extrêmement polluants et des vêtements qui finissent en bout de course dans des décharges à ciel ouvert, comme au Kenya, reportage de France 2 en 2023. À l'échelle de la planète, seule une infime partie des 100 milliards de vêtements vendus chaque année sont recyclés. L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Et le Kenya se retrouve en première ligne. La plupart de ces vêtements sont faits en fibres synthétiques. Donc quand ils sont brûlés, ça pollue l'air. Quand ils sont jetés près de la rivière, ça pollue l'eau. Ça tue même les plantes tout autour. Je me sens mal. Je me demande si les gens pensent à notre futur. Je me demande s'ils se rendent compte qu'on va vivre dans un environnement souillé plus tard. Malgré tout, la fast fashion cartonne et la tendance s'accélère avec Internet. 2023 toujours, nous voilà maintenant à l'ère de l'ultra fast fashion, incarnée par de nouveaux acteurs tels que le chinois Shein, dont on parle dans les JT.
Omniprésent dans les garde-robes de nombreux adolescents et jeunes adultes, Shein bouleverse le marché de la mode. Pour attirer les clients, le géant chinois du prêt-à-porter en ligne a une recette simple. Produire en un temps record. 500 nouveaux vêtements par jour, à des prix imbattables. Des colliers à moins de 2 €. Des sacs à main pour 3,75 €. Des robes, des pulls pour 10 € à peine. Pour trouver des vêtements moins chers qu'en grande surface. Boutique, ouais. Et l'été surtout. Parce que c'est pas de la très bonne qualité, donc l'hiver... Oui, les consommateurs savent que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ils savent que ce n'est pas bon non plus pour la planète. Mais l'appel du prix est plus fort, comme pour ces étudiantes rencontrées à Lille en octobre 2023 par France 3. Quand je commande sur le site, j'ai toujours une petite part de moi qui est pas fière. Mais en même temps, c'est pas comme si on pouvait vraiment faire autrement. Je vous avoue que mettre entre 100 et 150 € dans des vêtements pour un vêtement, c'est juste pas envisageable en fait pour nous en ce moment, quoi. Vu que en plus on paye une école, parfois on paye des loyers, on paye les transports. Résultat, les plateformes en ligne Shein, Temu et Amazon représentent aujourd'hui 7% de la consommation de vêtements en France. Avec quelles conséquences ? Explication du journaliste Axel de Tarlet, c'était en mars 2024. C'est vrai que là, on arrive au bout du système toujours moins cher. D'abord, c'est destructeur en termes d'emploi. On l'a vu, 0 usine, tout vient de Chine. 0 commerce, parce que tout se fait sur Internet. Ça veut dire que c'est la fin de toutes ces enseignes qui animaient nos rues commerçantes dans les centres-villes. Ravageur également sur le plan de l'environnement, avec des vêtements qui sont fabriqués à des milliers de kilomètres, qui encouragent le gaspillage. Vous savez, le « j'achète, je jette ». Aujourd'hui, le textile, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En 2050, si on continue comme ça, ce sera 26%. Alors, face au phénomène, le gouvernement fait une proposition de loi au printemps 2024. Objectif, freiner le développement de cette ultra fast fashion en imposant notamment des pénalités financières sur les articles vendus. Dans le viseur du gouvernement, 3 marques principales, Primark, enseigne britannique, ou encore Shein et Temu. Parmi les pénalités prévues par le projet de loi, des malus, jusqu'à 10 € d'amende pour chaque article vendu et l'interdiction totale de faire de la publicité. Le texte, d'abord validé par les députés, a été adopté le 10 juin à l'unanimité par les sénateurs. L'adoption définitive de la loi devrait intervenir à la rentrée prochaine. Soit. Mais est-ce suffisant ? Et d'ailleurs, est-ce la bonne méthode ? N'est-on pas en train de pénaliser les consommateurs plutôt que les enseignes ? Peut-on combiner écologie et mode accessible à toutes et tous ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Audrey Millet, déjà pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre ? On se rend compte depuis très longtemps, en réalité, depuis H&M, donc on est là dans les années 2000, qu'il y a trop de vêtements et que c'est éphémère. Et que tout ceci finit à la poubelle. Donc problème écologique, évidemment problème de droits sociaux, parce que tous ces pays dont on parle, ce sont des pays qui sont choisis parce que leurs lois sociales sont très très faibles. La Chine, le Bangladesh... La Birmanie, le Laos, le Vietnam, on a quand même vu des démocraties un petit peu plus costauds dans le monde. Mais on va là-bas, parce que les lois environnementales sont plus souples, quand il y en a, et parce qu'on a le droit de faire travailler les gens n'importe comment, sans sécurité sociale, sans droit. Alors, qu'on se rende bien compte, c'est quoi aujourd'hui les chiffres à retenir concernant l'ultra fast fashion ? Je le disais dans le récit documentaire, Shein, Temu, Amazon, ça représente à eux trois aujourd'hui 7% des ventes de vêtements en France. C'est beaucoup déjà, 7% ou pas ? Oui, c'est beaucoup, c'est énormément de volume. Vous savez, on a de grandes difficultés à les compter. Parce qu'on a les chiffres d'affaires, mais on n'a pas véritablement les volumes. Je lisais que nous, occidentaux, grosso modo, portons 2 fois moins longtemps nos vêtements qu'il y a 15 ans, et on en achète 2 fois plus. Oui, parce que c'est cette facilité. Des vêtements à 5 €. Lorsque la fast fashion est arrivée dans les années 2000, il y avait notamment H&M, ça a été incroyable. On pouvait s'acheter ce petit pull à paillettes qu'on adorait, et avoir ce petit pull original en plus. C'était un plaisir. Ce plaisir-là, il est devenu addictif. Et puisque ces vêtements, et c'était dit dans les reportages, sont de piètre qualité, en fait, ils sont jetés extrêmement vite. Et puis bon, à 3 €, on peut se tromper de taille. On va même pas renvoyer. Donc, ce côté éphémère, en réalité, il est maintenant intégré dans les cerveaux. Et puis, vous savez, le succès des réseaux sociaux. Donc, vous montrez vos vêtements, vous avez toujours des vêtements neufs, vous êtes au bord d'une piscine. Ce succès passe par les apparences.
les apparences, l'habit, pour le coup, fait véritablement le moine. C'est vrai que la mode est devenue une forme d'addiction pour certains, à cause notamment d'Internet et des réseaux sociaux. Écoutez ce reportage de France 2, c'était en 2022 déjà. Dans son dressing, Nabila Ben Mouloud, 29 ans, ne jure que par Shein. Voici le portant de mes vestes, voici les robes, je ne les compte plus. Tous les mois, elle passe une commande pour 50 à 90 €. Impossible pour elle de s'en passer. Tous les soirs, je regarde les nouveautés. Ça devient vraiment addictif. C'est même pas spécialement pour le vêtement, c'est que waouh, on voit une photo, on se dit je veux ça et ça part tout seul. On entend cette consommatrice, ça devient vraiment addictif, ce sont ces mots. Ça veut dire que, en gros, l'industrie de la fast fashion ne s'est jamais aussi bien portée aujourd'hui ? Tout va extrêmement bien pour eux. C'est pour ça que lorsque cette loi, qui est en fait une loi qui a été proposée par un collectif qui s'appelle Stop Fast Fashion, tout le monde a voté quand même pour, on peut dire qu'on est tous d'accord. C'est quand même 12 ONG qui se sont battues, qui ont écrit, rédigé, c'est tout à fait remarquable. Mais cette loi, elle est problématique dans le sens où, là, pour l'instant, ça cible Temu et Shein. Alors, on va y revenir, mais avant ça, j'aimerais qu'on développe justement, qu'on détaille un peu cette loi, pour les raisons qu'on a entendues, impact écologique, mais aussi, comme le soulevait Axel de Tarlet dans le récit documentaire, impact sur nos commerces, destructeur en termes d'emploi en France. Le gouvernement a pris en main le sujet, a écouté ce collectif d'ONG. Il y a donc une mesure qui a été présentée l'année dernière à l'Assemblée nationale, puis qui a été présentée au Sénat il y a peu, validée par les deux chambres. On attend la version définitive du texte qui sera précisée en commission mixte paritaire à la rentrée, mais grosso modo, ça ne devrait pas trop bouger. Audrey Millet, concrètement, cette mesure, déjà, est-ce qu'on peut la détailler pour qu'on comprenne bien ? Oui. Ce que la loi va changer, vous allez pouvoir mettre en place un éco-score textile. Vous voyez un petit peu comme sur les salades, les produits. Comme le Nutri-Score. Voilà, c'est ça. Mais c'est volontaire, c'est pas obligatoire. Donc déjà, volontaire de la part des enseignes. Voilà. Il faut qu'elles jouent le jeu. Voilà. Bon. Donc, est-ce que vous allez marquer votre éco-score D ? Bon, pas sûr. Parce qu'on s'est rendu compte que sur l'alimentation, les gens regardaient. Ça a un effet. Oui, ça a un effet. Ensuite, on a ce système de bonus-malus. C'est-à-dire que vous allez avoir des vêtements qui vont être taxés. C'est-à-dire qu'on va imposer des pénalités financières sur certains vêtements qui seraient moins écologiques que d'autres. C'est ça. Mais elles sont tout de même limitées. C'est-à-dire que vous partez pas d'un vêtement à 5 € qui finit à 50 €. Hein. Ça va commencer par 5 € de pénalité en 2025, 6 € en 2026, pour atteindre 10 € en 2030, sachant que le montant pourra atteindre jusqu'à 50% du prix de vente. Oui, c'est pour ça que je vous ai fait un petit calcul. Dites-moi. Donc sur un t-shirt à 1,57 € chez Shein, ce qui est possible, hein, je n'ai pas inventé le prix. Donc là, on voit le 1,57 € de l'esclavage, hein, parce qu'on a oublié de payer les gens. Puisque vous ne pouvez pas avoir une pénalité de plus de 50% du prix, le t-shirt passe de 1,57 en gros à 3,14. Ça devrait bien se passer normalement. Donc non, on ne peut pas vraiment dire que ça pénalise. Ce qui est intéressant, c'est que là, on vient de parler de Shein et de Temu. Zara, H&M et Kiabi ne sont pas visés. Zara, marque espagnole avec son siège social en Espagne, qui produit en Asie. H&M, marque suédoise qui a son siège social en Suède, produit en Asie. Kiabi, marque soi-disant française, siège social également en France, mais qui produit en Asie. Decathlon, siège social à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, mais qui produit en Asie. Qu'est-ce qu'on vise ? Puis on n'a pas de régulation sur les volumes. Ça, c'est passé à côté. Il n'y a plus de régulation sur les volumes et il n'y a pas, vous savez, cette carte qui serait tellement importante des pays à risque. C'est-à-dire ceux qu'on a cités, la Birmanie, le Laos. Il faudrait un petit peu regarder aussi ce qui se passe en Éthiopie actuellement. Mais ça n'existe plus. Puis finalement, le parent pauvre de cette loi, c'est le côté social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction sociale. Vous avez parlé du travail forcé, eh bien ça n'en fait pas partie. Et la chaîne d'approvisionnement reste extrêmement opaque. Tant qu'on autorise cette sous-traitance, alors sous-traitance numéro 1, sous-traitance numéro 2, sous-traitance numéro 3, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans la chaîne. Vous voyez, finalement, taxer Temu, Shein, c'est comme si vous interdisiez la vodka,
mais vous autorisez le vin frelaté. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'ensemble de l'industrie. Ça révèle aussi une forme de protectionnisme de notre part ? Oui, alors honnêtement... Vis-à-vis de la Chine, j'entends ? Oui, puis si on parle de protectionnisme, les États-Unis le sont, les Chinois sont protectionnistes, on oublie le Japon aussi. Bon, ça c'est de nationalisme en fait. C'est que là, on pointe du doigt ces marques chinoises, mais en réalité, on n'est pas mieux. Et puis je trouve ça formidable que, on va dire, les marques historiques de fast fashion, donc celles qu'on a citées, disent... Oui, mais moi, je veux pas être pénalisée, mais eux, ils abusent avec le système. Sauf que ce sont ces marques historiques qui ont inventé le système. Oui, Shein et Temu sont en quelque sorte l'évolution presque logique de modèles de fast fashion qu'avaient développé Zara ou H&M. C'est l'évolution depuis le 19e siècle du prêt-à-porter. Alors, je comprends votre point, effectivement, ce trou dans la raquette avec seulement certaines enseignes chinoises qui sont visées et pas nos enseignes de fast fashion européennes. Néanmoins, est-ce que ces mesures, elles vont dans le bon sens, ou en tout cas, elles peuvent avoir un impact ? Je commence par ce qui a fait le plus réagir, la pénalité financière fixée sur chaque article. Est-ce que, malgré tout, c'est une bonne idée, ou est-ce que, in fine, ça ne va pas plutôt pénaliser les consommateurs ? Car on se doute que, vous l'avez dit, ça va avoir évidemment une répercussion sur les prix. Et ceux qui s'habillent chez Shein, on l'a entendu dans le récit documentaire, ce sont par exemple des étudiants qui ont un budget très serré. On est très heureux de voir cette question arriver dans le débat public. Ça, déjà, c'est super positif. Et on parle quand même de l'écologie, un peu des droits sociaux. Il faut rappeler aussi le travail des enfants, quand même, dans ces pays-là. Votre question, c'est est-ce que ça va pénaliser les pauvres ? Oui, et est-ce que c'est la bonne idée ? Est-ce que c'est le bon moyen ? Est-ce que c'est pas taper sur le consommateur pauvre, le pauvre étudiant qui a du mal à boucler ses fins de mois et qui a envie aussi de s'habiller et peut-être d'avoir ce petit article à la mode qui lui fait plaisir ? Alors, il faut juste redéfinir ce que signifie pauvreté. C'est-à-dire qu'une mère de famille qui, en septembre, ne peut pas acheter les crampons de ses enfants ou la licence pour le sport, ça, c'est dramatique. Et elle ne peut pas leur acheter un nouveau jogging ou une nouvelle paire de chaussures parce qu'ils ont grandi. Ça, c'est dramatique. Ensuite, lorsque vous allez chez Primark, que vous regardez, c'est une étude sociologique, vous vous rendez compte que les sacs sont énormes et qu'on n'a pas besoin d'autant de vêtements. C'est-à-dire, bien entendu, il faut s'habiller. Je pense que c'est un faux argument utilisé par les médias et les lobbies, cette question de la pauvreté, parce qu'un vêtement low cost qui va s'abîmer extrêmement vite, ce n'est pas une aide, en fait, socialement. Ça n'aide pas. C'est une dépendance en réalité qui est fabriquée puisque vous rachetez, parce qu'il a été brûlé, il s'est accroché, parce qu'il a perdu sa couleur. En fait, les ménages modestes, ils ne sont pas bénéficiaires de ces marques. Elles sont une cible commerciale. En tout cas, effectivement, c'est l'argument massu, notamment de Shein, qui dit nous, on défend la mode pour tous, la mode ne doit pas être le précaré des privilégiés. Ça, c'est l'argument massu. Alors, l'argument massu de Shein, voilà, c'est la mode pour tous. C'est aussi des t-shirts, vous savez, je suis féministe, ce genre de trucs, ou avec des jolis arcs-en-ciel, faits dans des pays où il vaut mieux pas être une femme et aimer l'arc-en-ciel, quoi. Donc bon. Il y a ensuite, dans la loi, une autre disposition qui est prévue, l'interdiction pour ces enseignes de faire de la publicité, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est effectivement un levier très fort de développement depuis quelques années, notamment de Shein, qui investit TikTok, qui fait des partenariats avec de nombreux influenceurs. On peut citer récemment Magali Berda, qui est quand même suivie par 1,8 million d'abonnés sur Instagram. Magali Berda qui a été payée pour fustiger, en gros, sur ses réseaux sociaux, la réforme portée par le gouvernement. Interdire ça, interdire la publicité des enseignes, notamment sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un vrai impact. Ça oui, ça c'est une très très bonne chose. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'on pense à nos enfants. Alors vous avez les réseaux sociaux. Évidemment, il y a des pubs tout le temps. Shein et Temu se partagent pratiquement en 50-50 ces pubs. Vous avez, vous savez, des petits jeux sur le téléphone. Entre deux, vous avez des pubs, Shein et Temu. J'ai déjà vu dans des kiosques, sur des kiosques à Paris, des pubs Shein aussi. Ils ont tout investi. Bon, est-ce qu'un enfant qui va à l'école, qui est à l'arrêt de bus, est-ce qu'il doit obligatoirement se retrouver avec une pub qui lui explique, dès 7 ans, que son job, ça va être de consommer ? Protégeons nos enfants et leur santé mentale. Et on voit qu'ils savent aussi bien s'entourer. Il y a le recrutement, entre autres, de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ça a fait beaucoup de bruit. Emmanuel Macron a même dû s'exprimer sur le sujet il y a peu. Voilà, ça c'est
un autre élément qui montre qu'une enseigne comme Shein a le bras long, ou en tout cas toujours un coup d'avance pour essayer de s'arranger avec le système. Ça, c'est un système qui est très gênant, mais c'est encore un coup du génie chinois. Donc, en 2023, Christophe Castaner devient conseiller de Shein France. En fait, il va faciliter l'implantation de Shein et les relations institutionnelles. C'est ce qu'on appelle, techniquement, le pantouflage textile. C'est-à-dire que c'est un homme politique qui recycle son réseau au service de la surconsommation mondiale. Ce qui est gênant dans ceci, c'est qu'il est censé être un homme de la régulation, puisqu'il a quand même travaillé au ministère de l'Intérieur, c'est pas le plus petit, et il part pour travailler ceux qu'il aurait dû freiner, c'est-à-dire ceux qui dérégulent, en fait, les comportements, le monde entier. Donc c'est même plus du lobbying, ça veut dire que cet alignement sur la surconsommation, il est systémique. Il y a un autre phénomène qui semble aller à rebours de cette ultra fast fashion et qui cartonne, c'est la seconde main, incarnée par Vinted, le site en ligne de vêtements d'occasion. C'est aujourd'hui le premier vendeur de vêtements en France. 23 millions de Français l'utilisent. C'est un succès dingue, si bien qu'il intéresse les acteurs de la fast fashion. Sujet de France 2 qui remonte à septembre 2023. Écoutez. Zara, premier groupe mondial de textile, lance sa propre plateforme de revente de vêtements. Sur le créneau de la seconde main, il y a Zara, mais aussi H&M. De son côté, Shein proposera aussi de l'occasion en France d'ici la fin de l'année. Leur ennemi commun s'appelle Vinted, 23 millions d'utilisateurs en France. Ces grandes marques du textile se tournent vers la seconde main parce que c'est un nouveau secteur et un nouveau levier de croissance pour ces marques. C'est ce qu'on appelle du greenwashing. C'est que Zara utilise cette plateforme pour se donner une caution verte, se donner l'impression qu'elle agit pour l'environnement, alors que dans les faits, elle ne change pas sa manière de produire. Quel regard vous portez, Audrey Millet, là-dessus ? Parce que c'est vrai, on peut avoir l'impression, peut-être que certains qui nous écoutent utilisent Vinted, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu la solution miracle pour tout combiner, à savoir des vêtements pas chers, qu'on peut acheter et vendre à répétition, sans faire de mal à la planète. Attention, c'est pas tant le cas que ça. Alors, c'est une revente massive, donc on a des millions de colis par jour quand même. On se rend pas compte, mais c'est vraiment des millions. Des emballages plastiques, une logistique super carbonée. Donc bon, la planète en prend un coup. Et puis, on doit redéclarer, moi je le fais aujourd'hui, avec vous, notre amour pour nos amis les fripiers, les fripières, les marchands d'habits, ceux qui vont chiner le week-end, qui vont agencer leur vitrine avec amour, avec style. Et ces commerces-là, actuellement, ont de très, très, très grosses difficultés parce que tout passe par colis. Et les enseignes, alors, on l'a entendu, Zara, Shein, H&M, qui reprennent un petit peu les codes de Vinted et créent leur propre plateforme de revente de vêtements en ligne. Greenwashing, comme on l'a entendu dans le reportage. Ça green, hein. Moi, je sais pas comment vous donner une deuxième, une troisième vie ou une quatrième vie à un t-shirt en polyester dont le grammage est minuscule. Gros greenwashing. Donc, si je comprends, Audrey Millet, la seule solution reste de réduire sa consommation. Oui, il faut la réduire, mais il ne faut pas la réduire en se disant qu'on est en train de se brimer. Il faut la réduire avec plaisir. Ce t-shirt extraordinaire, ce petit pull en cachemire extra que vous vous achetez sur Vinted à prix cassé, mais en fait, il va durer et il va vous lover tout l'hiver. Et ça, c'est important. Vous n'allez pas mettre 3 hauts en polyester qui ne sont pas chauds. Je crois qu'il faut le faire avec amour, pour soi. Et puis, il ne faut pas oublier que toutes ces marques, et notamment Shein, on a quand même beaucoup de rapports en ligne. Moi, j'en ai écrit un pour le Parlement européen. On a des produits toxiques dans les culottes, dans les vêtements pour enfants. Là, il faut arrêter. Il faut penser à sa santé et à la santé physique et mentale de nos enfants. Oui, effectivement, et certaines associations alertent en ce moment et préviennent d'un futur scandale sanitaire à ce sujet, je crois. Oui, absolument. Le cadmium, le mercure, le plomb, n'hésitez pas à regarder. Ces rapports sont en ligne et on est quand même content, que cette loi, elle soit là, qu'il y ait eu ce débat, parce que ça va peut-être entraîner quelque chose. C'est un peu notre top départ. Et est-ce qu'il faut boycotter les produits chinois et plus généralement les vêtements de mauvaise qualité pour que la mode devienne plus responsable ? En fait, il n'y a pas de raison d'acheter des choses de mauvaise qualité, vous êtes d'accord ? En effet, si vous n'achetez plus dans tel magasin,
ce magasin, à un moment, il va être obligé de changer sa ligne de conduite. Et on le comprend, on a toutes et tous notre rôle à jouer, même si c'est parfois dur, face à cette mode jetable et cette fast fashion dramatique pour la planète, entre autres. Merci beaucoup, Audrey Millet, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes historienne spécialiste de l'écosystème de la mode. Je cite votre dernier livre, L'Odyssée d'Abdoul, enquête sur le crime organisé. C'est publié aux éditions Les Pérégrines. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Un dernier mot pour vous, auditeurs. Merci infiniment de nous avoir suivis toute cette saison. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors merci au nom de toute l'équipe. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Le Temps de l'Actu fait une pause estivale, mais bonne nouvelle, on revient à la rentrée pour continuer de décrypter ensemble l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis salut et à l'année prochaine.